Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouvelles attaques de bandits armés contre le quartier de Solino. Les résidents de la zone sont obligés de fuir en raison de la violence des gangs. Ils dénoncent le laxisme des autorités. L'ambassadeur taïwanais accrédité à Port-au-Prince, Richard Wenjuan-Ku, annonce que son pays va appuyer la force multinationale non onusienne qui sera déployée en Haïti afin de lutter contre les gangs. Les médecins haïtiens lancent un SOS afin de mettre un terme aux attaques répétées contre les infrastructures sanitaires et le corps médical. Les habitants de Solino continuent de fuir cette zone après une attaque de bandits contre la population faisant plusieurs blessés et des dégâts matériels. Ils dénoncent le laxisme des autorités face à la détérioration de la situation sécuritaire du pays et exigent que des mesures urgentes soient prises dans le but de leur permettre de retourner chez eux. Parallèlement, des déplacés de la zone de Carrefourfeuille critiquent les actions humanitaires posées par les membres du gouvernement. Ils estiment que leurs besoins ne se résument pas à des plats chauds, mais plutôt au rétablissement d'un climat sécuritaire afin qu'ils puissent rentrer chez eux. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. La situation de terreur provoquée par les groupes armés dans la zone de Carrefourfeuille affecte considérablement quasiment tous les secteurs de la vie nationale. Des citoyens qui sont chassés de leur maison, d'autres qui sont assassinés. Il y en a qui ont été brûlés vifs, parmi eux des enfants. Il y en a dans cette vague de violence qui ont quand même réussi à s'échapper et qui se retrouvent actuellement sur des places publiques, dans des sites d'hébergement, chez des membres de leur famille, chez des amis, entre autres. Et toujours dans cette vague de violence, il est clair que des groupes armés sont en train d'étendre leur champ d'activité. Pas plus tard que hier, dans l'après-midi, la zone de Solino accueille sa part de violence et des citoyens n'ont pas le choix. Ils ont dû abandonner leur maison sur le champ. Donc ce sont presque les mêmes scénarios. Ceux qui sont passés à Carrefourfeuille sont en train de se répéter maintenant dans la zone de Solino. Finalement, selon le directeur général de la protection civile, Jerry Chandler, eh bien, dans certains sites d'hébergement, ils étaient au nombre de 3000, les victimes. Mercredi, ils sont passés à 5000 et actuellement, les chiffres risquent d'augmenter, toujours selon les précisions de Jerry Chandler. Mais il a également souligné que du côté des membres du gouvernement, certaines dispositions ont été prises à travers différentes institutions, notamment la protection civile. Il y a également FAES. Il faut souligner également qu'il y a CAS. Donc, toutes ces institutions sont en train de voir de quelles mesures elles peuvent permettre aux citoyens de bénéficier quasiment tous les jours d'un plat chaud. Et c'est une situation qui commence à porter ses fruits. Toutefois, sous couvert de l'anonymat, les victimes ont fait savoir que ce qui importe pour eux, ce ne sont pas des plats chauds, mais plutôt le rétablissement du climat sécuritaire. Elles veulent rentrer chez eux, elles veulent récupérer leurs biens, leurs maisons, leurs documents importants. Donc, il y en a qui apprécient cet effort fait par le gouvernement en vue de leur permettre de bénéficier d'un plat chaud, mais ce qui importe surtout, c'est le rétablissement du climat sécuritaire. Il faut également souligner que certains observateurs affirment que ces démonstrations violentes qui sont en train d'être recensées, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province actuellement, cette vague de violence, ces démonstrations violentes arrivent dans un contexte où les forces du Kenya sont attendues à Port-au-Prince ce week-end. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Taïwan supportera la force multinationale qui viendra aider à résoudre la crise sécuritaire en Haïti. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur taïwanais accrédité à Port-au-Prince. Richard Wenjuan-Ku a indiqué que cet appui consistera en ressources matérielles et financières.
Le diplomate a fait savoir que son pays restera ouvert à toute discussion devant faciliter la résolution de la crise multiforme qui sévit en Haïti actuellement. Il a fait ses déclarations ce vendredi lors d'une interview exclusive accordée à Métropole sur la coopération haïtiano-taïwanaise. Il répondait aux questions de notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous accueillir, merci de cette interview aussi. Merci beaucoup, merci infiniment, merci, n'est-ce pas. Et je salue également nos audiences de la République d'Haïti et aussi les audiences à travers tout le monde entier. Vous vous exprimez rarement sur l'actualité, notamment il y a question de mission de militaire, mission de force robuste pour aider à résorber la crise sécuritaire, sociopolitique. Vous avez un petit mot là-dessus, monsieur l'ambassadeur? Franchement, je pense que tout le monde connaît que la situation est difficile actuellement, que nous vivons. S'il y a une force, une force extérieure qui peut accompagner, assister à la force nationale, je pense que c'est quelque chose de souhaitable pour pouvoir améliorer la situation, améliorer la condition sécuritaire. Vous savez que Taïwan est toujours présent dans la coopération avec la sécurité. Par exemple, depuis des années, nous avons essayé de renforcer la capacité de la PNH. Et l'année dernière, nous avons eu une importante coopération avec la PNH en ce qui concerne les équipements personnels. Donc je pense que toutes les initiatives qui peuvent apporter de bons résultats positifs sont bienvenus. Maintenant, dans le cadre de cette mission de force robuste pour aider à résoudre la crise actuelle, la crise socio-sécuritaire, quel sera l'appui de Taïwan dans ce sens, monsieur l'ambassadeur? Nous restons ouverts pour toutes sortes de discussions. Et là, si éventuellement il y a des domaines de travailler ensemble, on est présent pour contribuer ensemble. Si loin, si proche, vous ne pensez pas à envoyer des troupes, peut-être au-delà des troupes, mais aussi des matériels? Quel sera l'appui de manière directe, au-delà de l'ouverture de discussion? Alors, toutes les possibilités sont là. Donc là, il faut travailler de concert avec le gouvernement et pour savoir éventuellement quelle est la meilleure façon pour proposer notre assistance. Alors, j'ai bien compris que toutes les possibilités voudraient dire s'il faut envoyer des troupes, on enverra des troupes. S'il faut envoyer de l'argent, on le fera. S'il faut des matériels, on le fera aussi. C'est ce que n'importe quel auditeur comprendrait ou téléspectateur. Est-ce que c'est exact, monsieur l'ambassadeur? Non, je pense qu'éventuellement, c'est sur les matériels et les finances. Parce que là, pour les troupes, je pense qu'il faut savoir la condition particulière en Haïti. Et actuellement, parlons, on reste ouvert avec la discussion et pour savoir éventuellement quels sont les moyens les plus convenables pour la situation actuelle. Pour finir, on sait que le Taïwan était très favorable au côté du président Jovenel Moïse avant son assassinat dans le cadre de la coopération électrique. Donc il y avait environ 150 millions de dollars, quelque chose comme ça, qui étaient disponibles pour accompagner le gouvernement d'alors dans le cadre de l'électrification d'Haïti. Donc, où est passé cet argent? Est-ce que le projet est encore là? Est-ce que le Taïwan est encore disponible à accompagner un autre gouvernement ou le pays dans le cadre de cette électrification? Surtout, l'enveloppe était déjà disponible. Alors, le Taïwan est toujours resté au peuple haïtien. Donc là, le projet de renforcement du réseau électrique, c'était sous feu président Jovenel Moïse qu'on a négocié, qu'on a travaillé sur ce dossier. Et là, le programme, ce projet est toujours en route. Malgré la difficulté, par exemple, je peux vous partager une information qu'une équipe de nos techniciens taïwanais hier qui ont failli être attaqués par une groupe de bandits armés tout à côté de l'ambassade des États-Unis à Dabar. Donc malgré ces difficultés, mais nous travaillons de notre possible pour avancer le projet. Je peux vous dire que déjà à ce moment où on parle,
le projet a déjà acheminé à presque 70% d'acheminement et nous souhaitons que une fois la situation sécuritaire s'améliore, on peut avancer à grand pas. Et pour finir, Monsieur l'ambassadeur, on sait que pour recevoir la mission de force robuste dans le cadre de la résolution de la crise, l'international, notamment l'Organisation des Nations Unies, a fait une exigence. C'est un accord politique plus inclusif, plus large. Vous-même, vous êtes de cet avis. Sans cet accord, aucune mission ne viendra sur le sol national? Je pense que pour résoudre la situation actuelle, il faut que ce soit une initiative haïtienne. Et chacun doit dépasser de ses intérêts personnels et afin de faciliter une émergence commune pour le rétablissement de la sécurité, également le rétablissement de l'institution constitutionnelle. Et ça, c'est tout ce que nous souhaitons vivement. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Un dernier mot, si vous l'avez. Je pense que Taïwan est toujours resté, restera toujours aux côtés du peuple haïtien. Mon engagement, c'est qu'on va travailler davantage avec le gouvernement et également avec le peuple pour tous les projets convenables et bénéficiants pour le peuple haïtien. Et c'est mon engagement et je y travaille personnellement avec mes collègues, avec beaucoup de détermination. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, au nom de Radio Métropole, mais au nom du peuple haïtien de manière générale, de cette coopération, mais aussi de cette collaboration, voire de cette interview pour être plus précis. Voilà pour cette interview exclusive, mais aussi et surtout spéciale avec l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan en Haïti, le diplomate Richard Wen Jiankou, qui se partageait avec vous dans le cadre de cette coopération, de la coopération haïtiano-taïwanaise. Guitry Choisy et Jean-Jules Desaugustes pour Radio et Télémétropole. Les gangs semblent être de plus en plus violents et gagner de plus en plus de terrain. Personne n'est épargné, pas même le corps médical ou les infrastructures sanitaires. C'est donc une forme de SOS que le secrétaire général de l'Association des médecins haïtiens, AMH, est venu lancer ce soir sur le plateau de Métro News. Nous accueillons le docteur Jean Ardouin Esther Louis-Charles. Bonsoir docteur et bienvenue à Métro News. Et bonsoir, et c'est un plaisir de participer à Métro News et pour donner mon avis sur ce qui se passe en Haïti, surtout sur la terrible situation que nous sommes en train de vivre. Oui, et semble-t-il particulièrement le corps médical et les infrastructures sanitaires. Ah oui, le corps médical est frappé et physiquement, mentalement, parce que nous avons des médecins jusqu'à présent qui sont entre les mains des ravisseurs. Le docteur Samson Marseille, au moment où je parle, je sais qu'il n'est pas encore libéré. Et c'est depuis le 27 juillet qu'il a été kidnappé. Wow. Et on n'a pas de nouvelles de lui. Et ensuite, nous avons d'autres médecins. Bon, ça depuis 2 février, docteur Geneviève Arti, on n'a pas de ces nouvelles depuis 2 février. Mais maintenant, la chose ne s'améliore pas du tout. Au contraire, la chose s'aggrave pour le monde médical, pour le corps médical en général. Parce que maintenant, on pénètre dans les institutions. Et on pénètre les institutions pas pour aller faire des consultations, mais au contraire, pour martyriser les médecins et pour agresser le corps médical, les employés de ces institutions. Donc maintenant, comme on dit, c'est le comble. C'est le comble. Mais où est-ce que ça s'est passé, ces agressions d'hôpitaux ou de centres de santé? Et ça ne me vient pas maintenant en tête, mais il y a 2 ou 3 hôpitaux où les hommes armés ont pénétré dans ces institutions-là pour non seulement molester les employés, mais aussi pour
et prendre les choses qui existent dans ces institutions. Donc je ne me rappelle pas exactement le nom maintenant de ma tête, ça trotte de ma tête, mais je ne me rappelle pas le nom, mais il y a des institutions qui sont victimes de ces actes-là. Mais bien avant, il y avait déjà ça. Mais maintenant, on recommence, parce que nous sommes dans un pays où l'on ne donne pas, on ne permet pas aux médecins, au monde médical d'exercer leur profession au bénéfice de la population. C'est une profession, parce qu'on a besoin de nous. Ce ne sont pas seulement les malades, parce qu'il y a aussi la prévention en médecine, parce qu'on peut prévenir la maladie. Donc, je peux faire tout ça, et un pays ne peut pas vivre sans le monde médical. Parce que sinon, la population aura une espérance de vie de 30 années, de 35 années. Oui. Donc, nous avons besoin du corps médical. Oui, d'autant plus qu'il y a quand même déjà plusieurs hôpitaux et plusieurs centres de santé qui ont fermé à cause de l'insécurité. Les médecins ne pouvaient pas se rendre sur leur lieu de travail, les malades ne pouvaient pas atteindre l'hôpital. Donc si maintenant en plus on s'attaque aux médecins, on les kidnappe, mais... Docteur Richard, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Parce que bon, il n'y a pas que les médecins, des journalistes ont été attaqués et molestés, la population tout entière est à la merci des gangsters qui gagnent de plus en plus de quartiers. Hier, c'était Solino. Solino a été attaqué avec violence, les gens ont dû fuir. C'est toujours le drame de Cafoufeuille, dont tout le monde a entendu parler. Maintenant, tous ces réfugiés-là sont arrivés au Canapé Vert, et maintenant c'est toute cette zone-là qui est bloquée aussi. On ne peut plus y accéder pratiquement. Mais pour vous, médecins en particulier, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Bon. Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire? Bon, je pense que quand même, pour tout événement, il y a quelque chose qu'on peut faire pour éviter le pire, pour pas bloquer, même si on ne bloque pas immédiatement la situation, mais on peut diminuer le volume de méfaits causés par ces groupes armés. Donc il y a quand même quelque chose à faire, même si nous ne pouvons pas dire exactement ce qu'on doit faire, mais l'État sait. C'est l'État qui est responsable du pays, qui est responsable de la sécurité. Donc l'État doit mettre en œuvre toutes les stratégies possibles pour bloquer ces groupes armés. Parce que nous avons déjà protesté, nous avons déjà marché, nous avons déjà fermé ces cliniques et hôpitaux et institutions de santé. Mais ça ne donne rien, au contraire. Ces messieurs-là, ces groupes-là gagnent du terrain. Comme j'avais dit il y a peu de temps. À Port-au-Prince, on ne laisse qu'une partie de l'ALU et une partie de Turjo. Donc, c'est entre l'ALU et Turjo qu'on peut circuler plus ou moins librement. Bourdon aussi. Bourdon aussi, bon. Oui, mais par exemple, on prend Carrefour, on va descendre sur Turjo, et Solino, on va descendre à l'ALU. Donc, vous voyez, il ne reste qu'un petit milieu de champs de plus ou moins liberté. Un petit corridor. Oui, un petit corridor. C'est le cas de le dire, un petit corridor. Ouais. Donc voilà que nous avons déjà présenté, écrit au gouvernement, mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce que nous devons aussi, nous, les médecins, nous, le monde médical, nous adresser à des organismes étrangers, à des institutions internationales pour demander du secours? Ça a déjà été fait, c'est en cours. On sait que la semaine prochaine, il y a une délégation de ces pays-là qui doit venir s'entendre avec le gouvernement pour établir une marche à suivre. Quelles seront les attributions de ces forces qui vont venir? On sait que le Kenya va en prendre la tête. On sait aussi que le Bahamas et la Jamaïque vont aussi envoyer des troupes. Le Canada vient de dire, Taïwan vient d'annoncer qu'ils allaient apporter leur secours, en matériel surtout. C'est bon. On peut espérer que d'ici quelque temps, les choses commencent à s'éclaircir. Ça ne veut pas dire que la situation va être résolue
du jour au lendemain, mais au moins, il y a quelque chose qui est fait. Mais du côté des autorités haïtiennes, on n'entend pas grand-chose. Oui, c'est ça le problème. Oui, c'est comme si les autorités ne bougent pas. Mais il faut dire que les autorités disent, entre les lignes, qu'ils ne peuvent pas vraiment donner sécurité à la population. Parce qu'ils ont été obligés de faire appel à des organisations internationales pour venir prêter secours. C'est-à-dire qu'ils voulaient dire qu'eux-mêmes, les autorités elles-mêmes ne peuvent pas donner de la sécurité aux citoyens et aux citoyennes. Donc l'État est failli. On sait que la PNH manque d'effectifs, manque d'armement, etc., face à des bandits qui sont surarmés, avec des armes de guerre. Et bon, enfin, je ne sais pas qu'on est. Moi, je crois qu'il faudrait chercher surtout, d'abord et avant tout, à s'attaquer aux fournisseurs d'armes et de munitions aux gangsters. Oui. Si vous fermez le robinet à la source... Oui, donc ça va t'arriver. Mais rien n'est fait. On n'a pas encore arrêté un seul marchand d'armes, ni un seul marchand de munitions. Comme dit cette publicité, l'État, Haïti pas fait armes, Haïti pas fait munitions, côté yo sorti. Bonne question. Oui, bonne question, parce que vraiment, ne pas faire armes, ne pas faire munitions. Donc mais armes avec munitions, fait Mikala. Fait Mikala, parce que du côté du Carrefour Feuille, ce sont des tirs nourris, vraiment nourris. Absolument. C'est un gaspillage d'eau. Des tirs nourris comme ça, donc c'est un gaspillage d'argent. C'est un gaspillage d'argent. Mais c'est une entreprise. C'est une entreprise, il paraît que cette entreprise donne beaucoup de rendement. Qui doit certainement rapporter à certaines personnes. Oui, à certaines personnes, un petit groupe. Un petit groupe. Qu'il faut démasquer. Qu'il faut démasquer et qu'il faut arrêter. Et juger. Et juger. Donc, sinon, on ne va pas sortir de l'auberge. Bon. Écoutez, docteur... Nous prenons votre SOS en compte. Vous avez l'antenne de Métropole à votre disposition si vous avez une dernière déclaration que vous aimeriez faire, parce qu'on arrive au terme de cette interview. Vous avez la parole. Et vous avez cette caméra qui est pour vous tout seul. Oui. Merci. Et donc, depuis quelque temps, en tant que secrétaire général de l'AMH, l'Association des médecins haïtiens, donc Métropole nous donne toujours la chance de dire quelque chose au public, de nous plaindre, de présenter nos doléances à la population, aux autorités haïtiennes. Une fois de plus, nous demandons aux autorités haïtiennes de prendre leurs responsabilités et nous demandons aussi aux marchands d'armes, aux marchands de munitions, au moins d'avoir pitié de nous. Oui. Merci beaucoup, docteur Jean Hardouin, Esther Louis-Charles, secrétaire général de l'Association des médecins haïtiens, AMH, qui est venu renouveler encore cette SOS, puisque apparemment les autorités sanitaires et le corps médical sont de plus en plus ciblés par les bandits. Merci de cette SOS et espérons qu'il soit entendu. Merci d'être venu et bonne fin de journée. Merci pareillement. Spécialiste en médecine fonctionnelle, le docteur Jean-Baptiste soutient que la démarche qui consiste à s'attaquer aux causes de la maladie, les facteurs qui provoquent l'hypertension sont nombreux, entre autres l'hérédité, l'âge avancé, l'alimentation, l'obésité, le travail nocturne, le tabac, l'alcool, entre autres. En ce qui a trait au sucre, le docteur Jean-Baptiste précise que le fructose, un des deux composants, est un véritable poison. Nous presque tous nous addicts au sucre. Donc si vous reconnaissez que vous avez une addiction, le meilleur ça vous faire c'est traiter. Donc en gros, c'est réponse moi ça. Si vous prenez un sucré dans un manger naturel, tant que un fruit, mais que vous pas prendre un paquet de fruits comme déjeuner par exemple chaque jour.
ça va faire sens. Je ne vais pas rien pour me remplacer le sucre, mais éliminer tout ça crée des jus de fruits, même si vous te prenez sans sucre. Donc ça veut dire manger des oranges, pas prendre jus d'orange, manger ta dec là, éviter jus à dec là. Parce que tout sucre séparé de ses fibres d'origine, alors pour séparer le sucre là de fibres que le saute dans la nature là, il passe rapidement dans le sang et il tourne un poison. Nos chips. Oh ouais. Chips c'est poison. Chips c'est poison. Sûr. Ou dis-nous tout que tout jus que a vendre que nous qui est allé Ah, tout. pas encourager mon boire ça Non, décourager mon boire. parce que la fait des garçons. Tout le monde. L'idée de dégâts cumulatifs, et c'est ça qui fait que la maladie commence à apparaître dans trentaine, quarantaine. Mais les dégâts commencent à faire très tôt. Et je dis, ça qui est plus dur aux États-Unis. Parce que si vous avez besoin d'une épidémie sérieuse pour travailler sur lui, ou une épidémie d'obésité infantile. L'homme de l'école de médecine, nous t'ai parlé de diabète de l'enfant. Mais dès pour dire diabète de l'enfant, ça veut dire que c'est un diabète qui, c'est une maladie auto-immune. Ce n'est pas résistance à l'insuline. Je dis, il y a un petit monde de moins de 10 ans qui a un foie gras. Foie gras, c'est pareil que ou tu conjoint seulement la caille monde qui boit alcool. Mais il faut savoir que quand gérer sucre là, particulièrement fructose là, exactement même genre avec alcool. Donc, lorsqu'on a un petit monde ou bal boit jus, c'est comme si on te bal boit alcool. Et petit monde ça après sortir avec un bail qu'on y a eu NASH en anglais, non alcoolique stéato en français ça y est, NASH là, non alcoolique stéato hépatitis hépatique, bah connaît. Le sucre c'est de l'alcool. Corps gérer le même genre, il a causé même dégâts et c'est principale cause transplantation foie, je dis. Acide urique depuis le dépassé 5.5 qu'on est que au sous route pour le développer tout ça nous avons parlé tout à l'heure, depuis hypertension jusqu'à triglycérides élevés et glycémie élevée, etc. Et l'acide urique il cause carrément hypertension par différents mécanismes. Connaît que l'acide urique c'est quelque chose à contrôler. Mais il y a des gens qui ça nous te dit non c'est viande rouge pour pas manger pour acide urique avec une série de fruits de mer et les abats, etc. La bière, tout ça. C'est vrai. Mais comprendre que le principal côté ou exposé pour augmenter l'acide urique, c'est en mangeant les aliments transformés qui contiennent beaucoup de fructose. C'est en mangeant des bails qui sont extrêmement salés qui pourraient le faire corps produire fructose. Et en mangeant des bails qui ont un index glycémique élevé qui fait corps produire fructose qui pourraient le mener dans l'acide urique. Et tous les deux bails, ça, ils arrivent dans le corps, ils créent un tandem de poison. Donc, fructose dans ces problèmes, acide urique dans ces problèmes, et si ça te suffit, acide urique, là, qu'on y a pour le manger, il peut bloquer formation d'une substance dans le corps qui est extrêmement utile. Que les garçons n'ont pas même qu'on mot, mais ils ont passé autour de lui, l'oxyde nitrique. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge haïtienne, a organisé ce vendredi une séance de diffusion d'informations à l'intention des journalistes. L'objectif était de présenter le CICR, à savoir son mandat, son cadre légal, ses principes et valeurs humanitaires. Suivez un extrait de l'intervention de Issouf Kioné, chef de mission du CICR. Quatrième pilier qui est très important, c'est promouvoir le respect de la mission médicale auprès du public. Ça, nous faisons à travers des sensibilisations, à travers des spots de sensibilisation qui diffusent sur plusieurs stations de radio déjà, et dans la communauté, à travers l'intervention que nous avons fait, à travers la formation autour, nous sensibiliser. Il y a 3 actions clés que nous faisons dans l'initiative. Première action, c'est des mesures concrètes sur le terrain et des actions nationales pour combattre la violence. Ça, c'est une action qui est clé pour l'initiative sur les attaques en danger.
Et dans l'hôpital de tout, faire des sensibilisations avec le personnel de santé. Côté que nous avons sensibilisé le personnel de santé sur des comportements clés qui sont capables d'aider à réduire le risque de violence dans l'institution de santé. Et aussi la prévention, non seulement nous évaluer les risques et qui groupe qui est plus vulnérable, nous documenter les incidents et nous tendre les communautés à tout. Parce que nous parler avec la communauté. Si possible, nous sommes capables de réduire la vulnérabilité. Mais c'est conséquences attaques ça vient sous communauté qui grave qui fait que nous sommes obligés de considérer ça. Parce que souvent, il m'a dit, nous sommes dans la market là pour aller attaquer le personnel médical là. Donc ce n'est pas parce que il va être ça pas un incident. Non. Mais qui conséquences? D'ailleurs, nous connaissons dans le pays, nous avons un système de santé déjà. Si nous avons un médecin, une infirmière, ou un hôpital qui ferme, qui conséquences ça a gagné sur la communauté? Il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de soins. Donc, c'est ça. C'est comment les médias sont capables de contribuer à la promotion de l'expertise médicale. Et ça, c'est vraiment important pour nous réfléchir parce qu'il y a un peu de monde dans la communauté qui ne pas vraiment connaître qui est l'importance de la structure de santé au gain, qui est l'importance personnelle de santé au gain. Sensibiliser, capable de sensibiliser la communauté et proche le tout. Mais moi, je pense que chaque monde a peur de responsabilité par tout. Et la police, et les armées, et l'armée. C'est pour que les armes parce que des fois, même parents, il y a un monde qui est malade, il doit entrer avec les armes, il agresse ces personnels, il fait pression sur eux, ça dérange. Et pour conclure, la reprise des titres. Nouvelles attaques de bandits armés contre le quartier de Solinou. Des résidents de la zone sont obligés de fuir en raison de la violence des gangs. Ils dénoncent le laxisme des autorités. L'ambassadeur taïwanais accrédité à Port-au-Prince, Richard Wen Jianku, annonce que son pays va appuyer la force multinationale non onusienne qui sera déployée en Haïti afin de lutter contre les gangs. Les médecins haïtiens lancent un SOS afin de mettre un terme aux attaques répétées contre les infrastructures sanitaires et le corps médical. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.